Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 septembre 2022. Ouf, grosse journée aujourd'hui, beaucoup de clients, on ne s'en plaint pas. Mais j'ai commencé à évaluer ce lot assez inimaginable et d'autant plus inimaginable que ce lot de livres apparaît dans un contexte de, d'angoisse grandissante concernant l'agression russe en Ukraine. On a l'impression qu'on entre, on n'a pas l'impression, on entre dans une escalade. Et en 30 ans de métier, on m'a jamais autant proposé. Hier, j'ai eu trois lots qui ont conflué. Je voulais vous lire encore un texte mien, mais bon, ça sera pour demain. Je ne crois pas avoir tant de choses à vous dire ce soir, cependant. Mais ce peu de choses que j'ai à dire, je tiens quand même à vous l'offrir. Alors, je n'ai jamais reçu, disais-je, autant de livres sur les camps. Et en particulier, et c'est ça qui est assez aberrant, une multitude de livres consacrés, surtout en anglais, à Joseph Staline. Et dans le contexte, c'est assez étonnant. Et cette bibliothèque qui m'est parvenue hier, d'environ 800 volumes, c'est clair que celui qui me la vend n'en est pas le propriétaire. C'est clair. Quelques hypothèses. Est-ce qu'il rend service à quelqu'un? Hypothèse. Est-ce qu'il a trouvé ça dans une reprise d'appartement? Hypothèse également. C'est-à-dire, est-ce que celui qui en était le propriétaire, un homme, aucun doute, a été placé ou encore est décédé subitement? Mais je ne crois pas que la personne qui est venue me porter les 30 cartons de livres ait eu un lien de familiarité ou intime avec cette bibliothèque. Qui était-il? Le fort à parier qu'il est soit placé, soit il n'est plus de ce monde. Probablement quelqu'un dans le monde des affaires. Quelques livres ici et là me laissent croire ça, mais les affaires n'étaient pas la chose qui l'intéressait le plus. Un passionné, pas de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que oui, il y a quelques ouvrages ici et là consacrés à Hitler. Entre autres, j'y ai trouvé le journal de cet autre Joseph Goebbels. Mais j'y ai trouvé surtout des livres sur les camps soviétiques. Ensuite, j'y ai trouvé également beaucoup de livres sur les Autochtones, québécois et américains, dans les deux langues, français et anglais. Beaucoup de livres sur l'histoire du Québec. On peut facilement, et certains des indépendantistes, plus précisément des péquistes. Alors c'est sûr que notre homme était indépendantiste. Était, ou l'est-il encore, indépendantiste, d'obédience péquiste. Aucun doute là-dessus. L'histoire du Québec, les Autochtones et Joseph Staline. Alors sa fixation, parce qu'on ne peut pas avoir autant de livres sur Staline. J'ai vu cependant dans ma vie des passionnés d'Adolf Hitler, qui est quand même le personnage le plus atrocement important du XXe siècle. Mais au fond, Staline aurait dû lui disputer cette première place. Mais pour toutes sortes de raisons, dont le fait, entre autres, que les Russes aient triomphé précisément d'Adolf Hitler, et que beaucoup d'intellectuels et beaucoup même d'occidentaux, en général, ont eu du respect pour cette armée qui a su vaincre les troupes nazies, l'armée soviétique. Et à quelque part, je pense que nous sommes nombreux à penser que nous leur devons notre liberté.
Et il est possible que dans le ressentiment qu'ait pu éprouver, par exemple, un Vladimir Poutine, c'est qu'on n'ait pas su voir à sa juste valeur les effets, le courage, l'héroïsme, le don de soi dont a fait preuve l'armée soviétique. Il est possible qu'il y ait une part de ressentiment là-dedans. Il est possible également qu'il y ait une part de ressentiment que les nazis aient été, au fond, l'incarnation, ou une partie de l'incarnation de cet Occident tant honni d'une certaine manière. Alors, il est possible que dans l'imaginaire russe, eh ben, les Allemands sont les enfants maléfiques d'un certain Occident. Et qu'au fond, et après ça, bon, ajouter la collaboration, ajouter le fait que beaucoup de pays européens n'ont pas payé un prix aussi extrême pour vaincre, quand ça n'a pas été de la collaboration, pour vaincre les nazis. Alors j'aurais envie de dire, notre homme était environ âgé de 80 ans, indépendantiste, nationaliste, et de droite. Pas d'extrême droite, mais de droite. Quelqu'un qui nourrissait une aversion pour le communisme et qui cherchait des preuves pour le conforter dans cette détestation-là. Alors, très certainement, il appartenait j'aurais envie de dire, aux indépendantistes, nationalistes, conservateurs, appartenant à la droite. Je ne crois pas trop me tromper en disant cela. Cependant, il n'était pas, passionné d'histoire. Sur les 800 livres, il n'y a pratiquement que des livres d'histoire. La seule exception, c'est la littérature. Mais encore là, c'est la littérature des camps. Et l'expérience de ceux qui ont survécu au camp soviétique, eh bien, sont infiniment plus nombreux dans les cartons trouvés que ceux qui ont survécu à proprement parler pour ceux qui ont survécu. Pour pouvoir témoigner, il faut survivre. C'est déjà ça. Eh bien, sont infiniment moins nombreux du côté des camps de concentration nazis. Alors, on a un profil ici. Je n'ai pas le lien qui est entre le propriétaire. Je ne le sais pas. C'est une construction. Mon hypothèse principale, c'est que ces livres-là ont été trouvés dans un appartement. C'est mon hypothèse principale. Et je crains fort, parce que de toute façon, la transaction n'est pas tout à fait conclue, et je crains de ne pas avoir l'entière vérité sur comment ces livres se sont retrouvés avec la personne qui est venue me les porter. Parce que il arrive qu'on vienne me porter des livres, et je sens le lien d'affectivité qu'il y a entre l'intercesseur et la personne à qui appartenaient les livres. On sent, je veux dire, soit parce qu'on va me le dire, c'est mon père, c'est mon grand-père, et on va me signifier aussi l'appréciation de savoir ces livres entre bonnes mains, c'est-à-dire les miennes, de manière temporaire, avant d'aller trouver les vôtres. Et on va apprécier que ces ouvrages-là reprennent vie et qu'ils retrouvent un second souffle. Mais je n'entends pas cela dans cette transaction. Alors ça aussi, ça change un peu la donne, si on parle strictement au niveau de la transaction financière. C'est que, en plus, la personne m'a dit que ceux que je ne voulais pas, qui sont quand même en nombre assez important sur les 800, eh bien, je pouvais en disposer comme bon me semble. Parfois, c'est un cadeau empoisonné, il faut bien le dire, parce que je me retrouve avec des quantités impressionnantes de livres qui, de mon point de vue, ne se revendent pas. Et d'autant que mon partenaire, mon
mon confrère René s'est blessé lors d'une de nos innombrables interventions au cours de l'été. Hein. Il y a eu la fameuse bibliothèque qu'on a appelée la bibliothèque du Donbass, tellement c'était épouvantable. Évidemment, la métaphore est absurde parce que ça n'a rien de comparable avec ce que vivent les soldats ukrainiens. Et c'est quand même une grande tristesse de voir ces jeunes hommes russes que ce monstre de Poutine envoie à la mort, ce vieillard monstrueux qui envoie de tout jeune homme mourir. On ne sait pas trop pourquoi. Hein? Mourir pour apaiser sa propre folie à lui. C'est d'une grande tristesse. C'est d'une très, très, très grande tristesse. Alors, dans le contexte d'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres sur Poutine aussi. Et c'est clair, en tout cas, si je suis, oui, au moins, c'est que Poutine, il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont s'écrire dans le futur. Si l'humanité survit à cette épreuve. Il va en avoir beaucoup qui vont s'écrire parce que Poutine est devenu le grand monstre du 21e siècle. Ça, c'est clair. Il y a encore beaucoup de croûte à manger avant d'aller rejoindre Staline et Hitler, mais assurément, il lorgne le bronze. Il se met en bonne position pour finir troisième. Encore un petit effort, Vladimir, oui, tu auras fait l'histoire. Non pas comme celui qui aura redonné dignité et liberté et prospérité au peuple russe, mais celui qui l'aura entraîné dans une aventure sanglante dont l'issue est totalement incertaine. Oui, donc je présume que le propriétaire de cette bibliothèque nourrissait de solides appréhensions concernant Poutine. C'est clair, et les ouvrages, le titre des ouvrages dans la tête de Vladimir Poutine, entre autres, qui est un très bon livre, que j'ai lu au début, dont je me proposais de vous rendre compte. Je vais probablement le faire, puisque je vous dis que je vais le faire, donc je vais le faire. Un très très bon livre pour connaître un peu les motivations. C'est clair, c'est un mafieux, là, Poutine. Faut pas se tromper, c'est un criminel. C'est un criminel de droit commun, devenu président, et il va passer à un nouveau statut. Bientôt, il va devenir un criminel de guerre. Ça, peu importe comment l'histoire se termine, ça va mal se terminer, en tout cas. Ça c'est d'ores et déjà, ça aurait dû durer 72 heures. Nous en sommes aujourd'hui au 7e mois. Alors oui, ce propriétaire-là nourrissait des appréhensions. Est-ce que la connaissance exhaustive, fine, érudite qu'il avait du personnage Staline pouvait lui faire comprendre qu'en quelque sorte, Poutine était son rejeton illégitime? C'est possible. Mais malheureusement, je n'aurais jamais... Si je réussis à obtenir plus d'informations sur le propriétaire de cette bibliothèque, eh bien, je vous en ferai part. Mais je doute fort. Mon radar de libraire, de psychanalyste des bibliothèques me dit que ce patient-là ne s'allongera pas sur mon divan. Mais comme je vous sais très, très curieux, eh bien, je vais vous montrer... sur les 800 livres, je ne peux pas vous en montrer... je ne peux pas vous montrer les 800 livres, on serait là jusqu'à demain matin. Mais disons, je vais vous en montrer une petite trentaine à la hâte. Léonid Léonov, fin d'un petit homme. Hein? Ça commence bien quand même. Et c'est bien ça, Vladimir Poutine. C'est la fin d'un petit homme. Alors, on le compare à Bulgakov ou à Zamyatin. Le cahier bleu, littérature soviétique. J'étais interprète de Staline, histoire diplomatique 1939-1945. Décidément, beaucoup de coïncidences. Stalingrad, 300 000 hommes, il faut quand même le faire, hein? 300 000 hommes encerclés
les 300 000 soldats qui seront mobilisés. Semble-t-il, ça va être très compliqué de les mobiliser, faute d'équipement, faute de gens capables de les entraîner correctement. Histoire d'une armée secrète par le général Bor Komorovski. Alors, voilà. Alain Parrot, écrire les camps. Et en parcourant rapidement la 4e de couverture, on comprend que les camps soviétiques auront préséance sur les camps hitlériens. Guerre et vodka. Peur. Alors oui, c'est une anthologie de textes par Luba Jorgensen, qui est un grand spécialiste des camps. Et c'est une anthologie dans laquelle on retrouve Vassili Grossman. Vassili Grossman qui a écrit Vie et Destin, qui est là, je le vois, qui était ukrainien et qui a été un apparatchik du parti, qui a compris le fonctionnement et qui a établi le parallèle entre le fonctionnement des camps soviétiques et celui des camps nazis. Hitler se serait inspiré des premiers. Et Vie et Destin de Grossman, ukrainien, oui, je vous l'ai dit. Et Vie et Destin, qui après a été inquiété par les autorités soviétiques, à un point tel qu'on est venu saisir son manuscrit, mais il y avait une copie qui a pu transiter vers le monde libre, et qui a permis que le livre soit édité finalement, et on a même saisi sa dactylo. Vie et Destin de Grossman, j'ai consacré quelques vidéos à ce livre, quelques-unes, oui, dans la séquence l'année dernière, la séquence obsidionale, et la séquence lazaréenne qui prend un tour. En tout cas, elle porte bien son nom, assurément. C'est un des livres les plus importants que j'ai lus dans ma vie. Et je l'ai lu il y a quelques années à peine. C'est un livre difficile parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de patronymes, les histoires sont enchevêtrées. Et c'est une description à la fois des camps russes, et à la fois des combats, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un livre majeur. Alors, je n'ai pas été étonné de le retrouver là, ici. Alors voilà, là-dedans, ben, il y a Vassili Grossman, il y a Alexandre Pouchkine, il y a Tolstoï, et bien d'autres. Les cahiers d'histoire sociale, Perestroïka, du secrétariat général de Gorbatchev à l'effondrement du communisme européen, un portrait méconnu de Joseph Staline et la conclusion indispensable, Raymond Aron. Le tome 1, Constantin Simonov, Les vivants et les morts. Cholokov, qui a écrit Le Dôme paisible, qui est considéré, oui, lui faisait partie des écrivains officiels du régime soviétique, mais semble-t-il que malgré qu'il ait été un apparatchik et inféodé aux structures du parti, il aurait été, semble-t-il, un écrivain majeur. Alors, ils ont combattu pour la patrie de Cholokov. Le bourreau et son maître. Vous voyez, il n'y a pas... je poursuis, mais... Victor Serge, C'est les minuits dans le siècle. Imre Kertész, le Hongrois, qui lui aussi a connu l'expérience des camps, Nobel. Vassil Bykov, Les morts n'ont plus mal. Staline et le stalinisme. Custine, Lettres de Russie, une préface de Pierre Nora. Allez. Encore Imre Kertész, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Très beau livre que j'ai lu. Primo Levi, voilà.
J'ai failli dire, voilà enfin quelqu'un qui a connu l'expérience des camps nazis. Vous avez compris que c'est même pas de l'humour, c'est devant une telle accumulation de preuves accablantes. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de livres, c'est beaucoup de témoignages, et ce sont des témoignages d'écrivains. Je suis certain que tous ces livres-là sont extrêmement importants, et celui-ci, si c'est un homme de Primo Levi, qui est absolument incontournable pour comprendre la littérature des camps. Hitler, chef de guerre, voilà, Hitler qui fait son apparition. Curzio Malaparte, le bal au Kremlin. Robert Walser, cet extraordinaire écrivain, La promenade. Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Primo Levi, le titre est épouvantable. Auschwitz, ville tranquille, une traduction de René de Cecatti. Tombé de la main de Dieu, de Hans Werner Richter. Alors, 5 autres, puis on va clore l'épouvantable. Ma vie en rouge, de Renata Lesnick, sur les chemins tortueux de l'Union soviétique, une rebelle aux pieds nus lutte pour sa liberté. Yuri Bouida, voleur, espion et assassin. Primo Levi, La Trêve. Marc Ferraud, Les Russes, L'Esprit d'un peuple. Et Nikita Khrouchtchev, Mémoire inédit. Et ben voilà. En littérature, j'ai peut-être 2 ou 3 cartons, j'ai peut-être 200 livres. Sur Staline, au moins 200. Alors, peut-être 150 livres sur l'histoire du Québec et sur les Autochtones, peut-être une cinquantaine. Alors voilà, c'est tout. J'aurais préféré continuer à vous lire Terrain vague. Terrain vague, je n'ai pas dit à quoi ça correspondait. C'est une toute petite sélection des textes que j'écris quotidiennement sur ma page Facebook. Depuis 7-8 ans, j'écris tous les jours sur Facebook. C'est comme une sorte de journal ouvert, écrit sur le vif. Faut voir ça comme des petites choses qu'éventuellement je pourrais relier les unes aux autres. En fait, c'est comme si je faisais des courtes pointes d'écriture. Et ça doit correspondre à environ au moins, je peux avancer un chiffre, 1200, 1300 pages peut-être. Alors, je vous ai lu une toute petite partie des choses que j'avais jugées suffisamment intéressantes pour être l'objet d'une petite publication. Dans ma cabane d'édition. Pas de maison d'édition que j'ai, c'est une cabane d'édition. J'aime bien ça. J'aime bien cette notion-là d'amateurisme, de faire les choses, on ne fera pas carrière avec ça. Mais on va cependant avoir du plaisir. Et c'est possible que ça ait pu procurer du plaisir à quelques-uns qui les ont lus, assurément. Alors donc, 1200 pages. Alors j'en ai lu 10 depuis hier. En fait, le calcul, tout. 1200 pages de choses que je... il y a des choses factuelles. Quand j'écris que aujourd'hui, dimanche, je vais être à la librairie, je vais en mettre 2-3, ça va suffire pour qu'on comprenne. Dans ces carnets numériques, d'ailleurs, c'est comme ça que je les appelle. Un petit rappel à l'ordre que, au fond, mon activité principale dans la vie professionnelle, c'est d'être libraire. Mais j'aime cette écriture-là sans passer par des intermédiaires, sans passer par
sans doute qu'il y aurait un véritable travail de réécriture à faire pour vraiment donner une forme plus cohérente, moins éclatée à ce travail spontané d'écriture, mais quotidienne. Euh, en fait, ça fait partie aussi une sorte de discipline que j'ai. Vendre que des livres, c'est très très bien. Rencontrer des gens qui adorent les livres, alors ça c'est encore mieux. Parce que c'est ça l'intérêt de l'affaire, au fond, j'aurais envie de vous dire. C'est pas tant les livres, c'est le monde des livres. Et le monde des livres, c'est quoi? C'est le monde des passionnés. C'est le monde des gens qui réfléchissent, qui ont leur marotte, qui ont leur sujet d'obsession même, dans certains cas, là, comme Staline. Moi, j'avais jamais vu ça. Comme j'avais jamais vu cet été 4000 livres érotiques. Il faut le faire, ça, 4000 livres érotiques. D'ailleurs, mon ami René, libraire et confrère, il s'est blessé lors de notre dernière incursion dans ce territoire Curiosa. Il s'est blessé en déménageant, en transportant 40 cartons de livres. 1000 livres érotiques. Alors, oui, on pourra dire d'une certaine manière que l'érotisme aura mis René KO. Par contre, il aura survécu au petit appartement. On avait fait 15 voyages à coup de dizaines et de dizaines de cartons dans un contexte inimaginable. Ça aussi, j'avais jamais vu ça. Alors, je vous dirais, j'aurais envie de vous dire, depuis 2 mois, comme libraire, je vois des choses que je n'avais jamais vues. Ça a beau faire 30 ans que je fais ce métier, on peut être sacrément surpris. C'est ça la beauté de ce métier de libraire d'occasion et d'ancien. C'est que c'est l'imprévisibilité à tous les jours. Et c'est la réflexion soutenue, quotidienne, sur l'espèce humaine. Cette espèce humaine. Il y a une phrase que j'ai écrite dans mes carnets qui peut-être résume totalement ce que je pense de l'expérience humaine. On n'attend rien d'elle, de l'espèce, mais on espère tout d'elle. Vous n'avez pas l'impression, parfois, juste on regarde les incroyables avancées de la science. Vous n'avez pas l'impression que le génie humain, d'une certaine manière, est quasiment sans limite. Bon, évidemment, c'est accompagné d'un esprit de colonisation, de prédation, d'une certaine malfaisance. Mais d'un autre côté, il y a une création époustouflante, il y a une inventivité. Et on reste, je pense qu'on reste médusé et de cet éblouissement né du génie humain. On n'espère rien, on n'attend rien, mais on espère tout. Voilà. Mais je pense, en tout cas, ça résume, moi, mon état d'esprit. Il m'arrive très souvent d'être désespéré, mais je me dis, et si l'espèce surprenait? Elle est si surprenante, cette espèce. Quand on regarde tous ces livres écrits, tous ces écrivains prodigieux, là, un Vassili Grossman, par exemple, on demeure éberlué devant ça. En tout cas, moi, je demeure éberlué. Puis sans doute vous aussi, puisque vous écoutez mes petites capsules. Alors, je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain. Et demain, je vais poursuivre. Je vais me poursuivre. Quand je n'ai rien à dire, je lis mes propres textes. C'est vrai que c'est un bon titre. Un brin absurde, mais c'est pas grave. Merci et à demain.